Bonjour Maud Bréjon, bonjour à Bonjour. tous. La politique qui est calendrier obligé de parler de sport aussi ce matin, puisque demain c'est un événement. La France va jouer sa deuxième Coupe du Monde, sa deuxième finale consécutive de la Coupe du Monde de football. C'est un exploit unique dans l'histoire du sport français. Nos compatriotes, a dit Emmanuel Macron, lorsque la France a gagné sa demi-finale, ont besoin de joie simple et pure. Nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure. Vous partagez ce constat du président de la République ? Oui, parce qu'on traverse un hiver qui est un petit peu compliqué avec les sujets de pouvoir d'achat, les sujets d'énergie. Et donc, avoir un peu de légèreté, avoir de l'unité dans la nation, je pense qu'on en a besoin. Et puis, c'est des souvenirs. Si on gagne demain, ça marquera des générations. Moi, j'avais 7 ans en 98, vous voyez. Ça fait partie des souvenirs ensuite qu'on garde pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, allez les Bleus. Alors, hier, à votre place, il y avait Marine Tondelier, la nouvelle numéro 1 des Verts. Elle disait quand même que un président ne devrait pas faire ça, disait-elle. Elle faisait référence au fait que le président, il est sur place, il va dans les vestiaires. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? On lui avait reproché en 2018 d'avoir en quelque sorte confisqué la victoire des Bleus. On se souvient de la descente du bus express sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'il ne risque pas de faire la même faute de goût qu'avaient trouvé certains il y a 4 ans ? Je crois pas. Emmanuel Macron est un vrai fan de football, donc c'est normal que lui-même prenne du plaisir à cette rencontre. Maintenant, il y a effectivement la question du lieu de la rencontre, qui est le Qatar. On peut s'interroger sur ce choix. C'est un choix qui a été fait, qui est bien antérieur à Emmanuel Macron. Donc, il a eu raison d'y aller dès la demi-finale ? Il a évidemment raison d'y aller. Je crois que le président de la République, comme l'immense majorité des Français, soutient les Bleus et c'est tout à fait normal. De quoi les débordements dans les manifestations d'après-match, on en a observé beaucoup depuis, en tout cas pas mal depuis les quarts de finale. Ces débordements sont-ils le symptôme, selon vous, d'une montée de la violence générale dans la France d'aujourd'hui ? On peut connaître ce type de débordement à l'issue de rencontres sportives. C'est pas la première fois que ça arrive. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que demain, il y aura 14 000 policiers et gendarmes déployés partout en France. Et je crois un peu plus de 2750 policiers déployés à Paris. Donc, c'est extrêmement important. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé qu'il y ait un suivi particulier des mouvements d'ultra-droite dont on a beaucoup parlé ces derniers jours en amont du match de foot. Il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués depuis 5 ans. 39 attentats islamistes, 9 attentats dus à l'ultra-droite. Donc il y a vraiment une volonté très ferme de la part de Gérald Darmanin. Mais à quoi vous l'attribuez, ce phénomène ? De protéger les Français, parce que sa première mission, c'est de protéger les Français. Oui. Je ne sais pas s'il y a davantage de violence qu'il y a pu avoir à l'issue d'autres matchs de football. L'important, c'est que nous, on est au travail et que l'objectif et la seule mission de Gérald Darmanin ce soir, c'est de protéger les Français. Il y a en tout cas des personnalités politiques qui estiment que vous parliez de l'ultra-droite. Eh bien, ces manifestations, elles ont une raison, elles ont des racines. C'est par exemple le député Louis Boyard, le député insoumis, qui considère, je le cite, que c'est la présence de 89 députés du Rassemblement national qui déclenche cette violence d'extrême droite. Voilà ce qu'il dit. Marine Le Pen a décidé de porter plainte pour diffamation. Quel est votre sentiment là-dessus ? Non, je ne le dirais pas exactement comme ça. Mon avis, c'est que ces 89 députés d'extrême droite, effectivement, qui ont été élus à l'Assemblée nationale, ils traduisent des craintes, ils traduisent des peurs, ils traduisent des colères qui sont probablement à l'origine, ou en tout cas notamment à l'origine du vote d'extrême droite. Notre responsabilité, c'est d'arriver à entendre ces craintes, à entendre ces peurs. Sur la question du pouvoir d'achat, on continue à aider, notamment par exemple sur les boucliers tarifaires, sur l'énergie, sur le gaz et l'électricité. Sur la question du déclassement, comment est-ce qu'on ramène des services publics, sur la question de la sécurité. Et donc notre rôle, c'est d'arriver à analyser quelles sont les racines de ce vote. Mais pour en revenir à ma question, est-ce que la présence, l'élection de ces députés favorise ce climat qui amène à des manifestations de l'ultra-droite ? C'est ce que dit l'insoumis Louis Boyard et d'autres personnes. Je crois que ces élections... Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Ça traduit des peurs, ça traduit des colères. Oui, mais est-ce que ça amène aussi le passage à l'acte dans des manifestations violentes de l'extrême droite ? C'est une conséquence, à mon avis, plus qu'une cause. Je ne ferai pas un lien direct comme le fait Louis Boyard. Je pense que les choses sont plus complexes que ça. Alors, pour en revenir à l'effet suscité par cette Coupe du Monde, vous disiez tout à l'heure que l'hiver est parfois difficile, que les Français ont envie d'avoir la tête ailleurs. Est-ce la raison pour laquelle, par exemple, la réforme des retraites a été reportée ? Elle devait être annoncée le 15 décembre, elle le sera le 10 janvier. Il ne faut pas gâcher la fête, en quelque sorte ? Déjà, le calendrier sur la réforme des retraites n'a pas changé, au sens où elle sera présentée... L'annonce a changé. Elle sera présentée en Conseil des ministres courant janvier, et puis au Parlement dans la foulée, pour une application à l'été 2023. Et donc, c'est la date sur laquelle on s'était engagé. L'objectif ne change pas non plus. Avoir une réforme équilibrée, avoir un système qui aussi soit plus juste. Et donc, c'est dans ces grands axes-là qu'on continue à travailler. La révélation, c'est important, savoir ce qu'il y a dedans.
65 ans, pas 65 ans. On devait le savoir mi-décembre, on le saura le 10 janvier. Oh. Il n'y a pas là aussi un petit effet Coupe du Monde, franchement. Olivier Dussopt a rappelé quels étaient les grands objectifs. Effectivement, rééquilibrer le système. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, d'ici à 10 ans, c'est 100 milliards de dettes supplémentaires qu'auront accumulé le système. Donc ça nécessite de travailler un peu plus. Parce que si on ne travaille pas un peu plus, soit on baisse les pensions, soit on augmente les impôts, soit on augmente le coût du travail. Et puis, il faut une réforme plus juste. Par exemple, pour les femmes. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on prend mieux en compte les carrières hachées ? Comment est-ce qu'on prend mieux en compte les congés maternité ? Ça fera partie des objectifs de cette réforme. Rien ne vous fera reculer dans la mise en place de cette réforme, ni les manifestations, ni le fait que, pour l'instant, une très grande majorité de Français y sont opposés, ni un front syndical unanime, à défaut d'être uni. Vous irez jusqu'au bout. J'ai parfaitement conscience que c'est pas une réforme, en tout cas ce n'est probablement pas la réforme la plus populaire. En revanche, je crois que c'est une réforme courageuse. Ça fait des années qu'aucun président de la République n'a eu le courage de se pencher sur cette problématique-là. Emmanuel Macron a ce courage. Encore une fois, parce que la politique, c'est pas uniquement gérer le court terme, c'est aussi préparer la France de demain. Et la France de demain, c'est une France qui doit permettre à nos enfants, à vos enfants, de bénéficier de cette belle chaîne de solidarité qu'est le système par répartition. Bon, on en vient à un autre chapitre qui est celui de l'énergie. Pourquoi ? Parce que vous êtes ingénieur nucléaire. Avant d'être député, vous avez travaillé 8 ans, je crois, chez EDF. Et il y a une actualité dans le domaine du nucléaire, une fois de plus, une actualité un petit peu triste, entre guillemets, c'est que le fameux super réacteur EPR de Flamanville va être une nouvelle fois reporté. Ça fait presque 10 ans que c'est le cas. Il devait ouvrir fin 2023, ce sera en 2024. 500 millions d'euros supplémentaires. On arrive à une facture de 13 milliards d'euros. Est-ce que cet EPR, il verra un jour, est-ce qu'on le verra aboutir ? Il y a effectivement 150 soudures complexes à reprendre. On est sur des travaux qui sont absolument colossaux. Il y a eu du retard, il y a eu un vrai sujet de maîtrise industrielle dans la façon dont on a construit cette EPR. Maintenant, l'important, c'est comment est-ce qu'on en tire le retour d'expérience. Et je note que la filière en a tiré le retour d'expérience. Il y a des plans qui ont été déployés en interne. Il y a notamment des écoles de formation. Vous savez qu'une des premières problématiques auxquelles on est confronté, c'est qu'on n'a plus suffisamment de soudeurs en France. Il y a un projet, je pense à l'école EFAIS, qui regroupe les acteurs de la filière, mais pas que. Par exemple, Naval Group, parce que la défense est aussi confrontée à ça. Et donc, moyennant ce retour d'expérience, moi j'ai bon espoir que d'une part, on puisse construire les futurs EPR de façon beaucoup plus sereine. 6 nouveaux EPR a promis Emmanuel Macron, alors qu'avec un seul, on a déjà du mal. Donc, est-ce que c'est réaliste ? L'objectif, c'est que cet EPR produise ses premiers mégawatts en 2024. Ensuite, c'est 2023, c'est 2024. Les nouveaux réacteurs qu'a annoncé le président de la République, ils sont un peu plus simples. C'est des EPR2. Donc, on a rationalisé un certain nombre de choses. On fait tout un travail sur les compétences, notamment avec le déploiement de l'Université des métiers du nucléaire qui a été créée par le gouvernement il y a 2 ans de ça. La filière fait aussi ce travail-là. Vous restez optimiste. Vous me disiez, en préparant cette émission, c'est un jour sans fin, cette EPR. Ce que je voudrais dire, c'est qu'entre 77 et le début des années 2000, on a construit 58 réacteurs en France. En 20 ans, on a eu un chantier en France métropolitaine. Ça explique aussi que cette perte de compétences, cette perte d'expérience, et donc on a une filière à remonter. Moi, j'ai confiance d'une part dans la capacité de la filière à faire face, et d'autre part dans la détermination du gouvernement et du président de la République à l'accompagner. Mais vous admettez, vous le disiez d'ailleurs il y a quelques jours, qu'on paie aujourd'hui le changement de stratégie. On a dit la part du nucléaire doit baisser dans le mix énergétique, et finalement, on construit de nouveaux réacteurs. Donc c'est ce que vous venez de dire, il y a un problème d'adaptation à ce changement de pied, y compris d'Emmanuel Macron lui-même. Ce qui est sûr, c'est que sur une industrie telle que le nucléaire, on a besoin d'avoir une vision à 20 ou 30 ans. Maintenant, revenons 10 ans en arrière, de plus, 2012, l'élection présidentielle. Les débats autour du nucléaire étaient complètement irrationnels. Fukushima a sonné le début de l'hiver du nucléaire. Moi, quand j'ai débuté chez EDF en 2014, personne ne me disait « c'est formidable, vous allez travailler dans le nucléaire ». On me disait plutôt « comment tu feras quand tous les réacteurs seront fermés ?» Donc on a mis du temps à faire évoluer l'opinion publique. Et puis, en 2018, Emmanuel Macron a commandé les rapports RTE, qui ont permis de donner une vision exhaustive de ce qu'il fallait faire. Je pense que la société a évolué au regard de ce qui s'est passé après Fukushima. On a réussi à remettre de la science et de la technique dans le débat. Et c'est une bonne chose. Le président de la République, aujourd'hui, est le seul à avoir une stratégie équilibrée entre le nucléaire et les renouvelables. Dernière question, est-ce qu'il y aura ou non des coupures d'électricité cet hiver ? Vous qui êtes donc une experte dans ce domaine. On est sur la bonne pente. 41 réacteurs aujourd'hui sur 56 qui sont en fonctionnement. L'objectif de 45 gigawatts en janvier est possible. Il y a eu près de 10% d'efforts sur la consommation cette semaine. Une des semaines les plus froides, historiquement, bien en dessous des normales de saison. Pourtant, pas d'alerte orange, parce que les réacteurs fonctionnent de mieux en mieux et parce que les Français ont fait des efforts et je les en remercie. Donc on entend votre optimisme. Merci beaucoup Maude Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe.